Cet homme, Onosato Daiki, est considéré au Japon comme un demi-dieu. Il a atteint le rang ultime du sumo, Yokozuna. Difficile de ne pas voir dans son statut, son 1m92 et ses 191 kg, un symbole de la puissance japonaise. En me renseignant et en prenant un cours de sumo, on se salue. Ok. On se redresse. J'ai découvert que ces géants japonais ont longtemps été des ambassadeurs de choix pour le Japon. Ils ont servi d'outils diplomatiques et de rayonnement japonais lors de tournées internationales. In the 1980s, that was a moment where Japan was very successful, very prosperous, kind of the number 2 economy on the planet, right? Mais ces 2 dernières décennies, leurs sorties se sont raréfiées. Le monde du sumo a été fragilisé par des scandales de matchs truqués et de liens troubles avec les Yakuza. Après 30 ans d'absence, un homme les a convaincus de revenir en France. Je suis un des rares à avoir été plus ou moins accepté dans ce milieu-là. C'est très proche d'une confrérie. Sauf qu'il n'a pas vraiment anticipé ce que signifie concrètement de déplacer 62 géants. On a dû créer des blocs pour mettre sous les toilettes suspendues. Le budget de l'événement, il est un peu plus de 4 millions d'euros. Et pour être honnête, moi non plus, j'avais pas anticipé ce que ça signifiait de déplacer un géant. Aujourd'hui, le sumo revient en France. Alors dans ce nouveau mercato, on vous raconte comment le Japon s'est remis à exporter ses combattants. Et pour l'occasion, on remplace Piggy par Pigou, qui nous vient de Tokyo. Ready. La presse japonaise les appelle les ambassadeurs nus. Bon, nus, vous voyez pourquoi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment ils sont devenus des ambassadeurs. Parce que le sumo, ce n'est pas juste un sport de lutte. C'est une tradition qui date de plus de 1500 ans. Et ça, c'est pas moi qui vais vous en parler, mais Sébastien, sumotori, parisien. Dans le roman national japonais, le Japon a été créé par des lutteurs de sumo, enfin par des dieux qui auraient fait un combat de sumo. Ce qui aurait créé les îles avec le fracas de leur corps. Là, on est au premier club de sumo de France. Ils sont une dizaine à s'entraîner un dimanche matin. J'ai découvert le sumo via la série Netflix Sanctuary. Excellente. Et après, j'ai commencé à rentrer un peu plus, à creuser un peu le sujet. Donc, on a commencé à regarder des tournois qu'on peut trouver sur YouTube. Et quand vous êtes mis au sumo, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos proches ou vos amis Ça fait sourire. Alors, j'ai toujours aimé les trucs un peu bizarres. Et puis, en fait, quand les gens voient ce qu'on fait, il y a un peu ce côté ah, mais vous y allez vraiment, en fait. Cette pratique se développe en France et partout ailleurs au niveau amateur, mais la tradition professionnelle du sumo, c'est vraiment le Japon. À l'origine, le sumo, il est au Shinto, notamment pour bénir les récoltes, repousser les mauvais esprits, etc. Donc c'est vraiment un rituel religieux à la base, qui ensuite est devenu compétitif, sportif et spectaculaire. On retrouve encore beaucoup cette empreinte du Shinto. Avant chaque combat, les lutteurs vont faire 2 rituels classiques. Alors le lancer de sel, pour purifier le doyo, et le shiko, qui est le lever de jambe avec un écrasé fort au sol pour enfouir les mauvais esprits dans le doyo. Siècle après siècle, cette pratique ancrée dans la religion Shinto devient un véritable emblème de la culture nippone. Et assez vite, le Japon comprend que ces lutteurs ont un pouvoir de rayonnement hors norme. Les voyages des sumotori commencent dès le début du XXe siècle. Dans les années 1920 et 1930, les tournées deviennent régulières. Les lutteurs voyagent notamment à Taïwan et en Mandchourie, 2 territoires sous domination japonaise. L'objectif, projeter une image forte du Japon avec une culture puissante et soutenir le moral de l'armée impériale déployée sur place. Et il faut dire aussi qu'en termes de divertissement, c'est assez spectaculaire et pas super compliqué à comprendre. Le combat va démarrer quand les 4 points des combattants vont toucher le sol, et à partir de là, le combat va se terminer de 2 manières. Soit on met autre chose que le pied par terre, soit on sort du terrain. Donc là, hop, le pousser. Là, ils sont aux prises. Là, on attrape le mawashi qui a la ceinture. Et là, c'est terminé. C'est très rapide. 8-10 secondes de combat, très explosif, très intense. C'est donc plutôt grand public. Les voyages des lutteurs japonais à l'étranger ont tous une dimension semi-officielle. Ils sont organisés par l'association japonaise de sumo, la célèbre NSK, qui encadre le sport depuis 1925. Elle est sous tutelle du ministère japonais de l'Éducation, des Sciences, des Sports et de la Culture. Autant vous dire que les liens avec le pouvoir politique sont très étroits. Pendant la guerre froide, ces tournées prennent encore plus d'importance, elles font partie intégrante de la diplomatie japonaise. Et il y a un voyage qui va particulièrement incarner ce qu'on peut appeler la diplomatie du sumo. En 1972, les relations entre le Japon et la Chine s'apaisent. Ça fait 20 ans que les 2 pays sont en froid à cause de la guerre froide. La Chine envoie 2 pandas géants au Japon comme geste symbolique d'amitié. C'est ce qu'on appellera la diplomatie du panda. En réponse, le Japon envoie l'année suivante sa propre délégation de géants, des lutteurs de sumo. So it can kind of represent Japanese culture in that way, something that's powerful and strong and noble and dignified, but not something you have to be afraid of. I've always felt like that's kind of what
why sumo functions very well in Japanese diplomacy. Eric Esselstrom est professeur d'histoire de l'Asie de l'Est à l'université du Vermont aux États-Unis et très grand fan de sumo. So I've been following sumo now for about 30 years. Yeah. At the beginning of every tournament, they publish the list of the ranks for all the wrestlers in the tournament. So this is from a few years ago, but if you go to a tournament, you can buy these sheets. I like to pick these up as souvenirs. Le sumo permet aussi d'incarner à cette époque l'essor spectaculaire de l'économie japonaise. In 1980s, that was a moment where Japan was very successful, very prosperous, kind of the number 2 economy on the planet, right? The most powerful country in Asia. And sumo tournaments then, or overseas sumo events, those were a way of kind of displaying Japanese culture to the world in a very kind of proud way. Les rikishi, nom que l'on donne aux lutteurs de sumo en général, voyagent à Mexico en 81, Paris en 86, Londres en 91 et de nouveau Paris en 95. Car oui, à cette époque, Jacques Chirac vient d'être élu président et c'est un fan hardcore de sumo. Il a même appelé son chien Sumo. Mais après cette lancée spectaculaire, l'export du sumo décline brutalement. Il y a d'abord la crise de 2008 qui vient mettre un coup de frein à ce rayonnement, car le yen s'apprécie et les tournées deviennent trop chères. En 2009, une tournée à Londres est annulée. À partir des années 2000, le sumo traverse aussi une série de scandales qui va ternir son image et forcer la NSK à se recentrer sur le Japon. À l'été 2007, un jeune lutteur de 17 ans, Takashi Saito, est battu à mort par ses coéquipiers. Ce drame choque le milieu du sumo et met en lumière la violence qui règne dans certaines écuries japonaises. En 2008, des sumotori sont testés positifs au cannabis. En 2010, la NSK découvre que 65 personnes liées au sumo participent à des paris clandestins organisés par la mafia japonaise, les Yakuza. Et ce n'est pas tout. Une autre révélation montre un système d'attribution de place au premier rang du ring, donc juste en face des caméras, à des Yakuza pour envoyer un message de soutien silencieux à leurs collègues incarcérés. La NHK, chaîne historique de retransmission du sumo, suspend la diffusion du tournoi suivant. Et en 2011, c'est le coup de grâce. Des lutteurs avouent être impliqués dans des combats de sumo truqués. La NSK annule son tournoi de printemps, décision totalement inédite dans l'histoire moderne du sumo. Et le gouvernement japonais parle même d'une trahison envers un sport national. Après ça, l'association japonaise de sumo se reconcentre sur son image et son public local. D'autant plus qu'un autre problème émerge, le recrutement d'apprentis lutteurs devient de plus en plus difficile. En parallèle, en quelques années, le Japon commence à rayonner avec totalement autre chose. Dès le début du XXIe siècle, le sumo perd son efficacité comme outil de rayonnement international, remplacé par l'anime et le manga dans l'image du Japon à l'étranger. Pendant 2 décennies, le sumo se transforme plutôt en vitrine intramuros. Les dirigeants étrangers qui viennent au Japon ne peuvent pas y échapper. En 2019 par exemple, Donald Trump devient le premier président étranger à rencontrer l'empereur Naruhito. Au programme, golf bien sûr et tournoi de sumo. Trump remet même la coupe au vainqueur à Tokyo. Le jour où la NSK se décide enfin à relancer les tournées internationales en 2020, le Covid débarque et met ses finances à terre. La NSK enregistre en 3 ans une perte de plus de 10 milliards de yens. Aujourd'hui, la NSK veut se moderniser. Il est important pour nous de faire connaître notre sport au monde entier. I get the feeling now like it's more, maybe it's an opportunity to show Japan, kind of remind the world of what Japan is like, because now we're in a moment where China is much more economically powerful than Japan, and South Korea is as culturally significant maybe as Japan. And so maybe this is more of a moment of the Japanese side saying, well, let's kind of remind the world of what Japanese culture is like and using sumo to do that. Et ça passe par un truc très simple, aller là où les gens sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. En 2022, la NSK lance une chaîne YouTube en anglais pensée pour les fans. Et la plupart des vidéos dépassent les 50 000 vues. Et comme Sébastien qu'on a rencontré au club de sumo, certains l'ont aussi découvert grâce à la série Netflix Sanctuary. Bon, évidemment, ça n'a pas atteint le level de la F1 avec Drive to Survive. C'est dans ce contexte qu'en 2025, un tournoi est organisé à Londres, et sa couverture médiatique est retentissante. Le 13 et 14 juin 2026, c'est Paris qui sera envahi de rikishi. Alors on a la totalité des meilleurs rikishi, eux ils sont 42, et après il y a les assistants et les plus jeunes. Lui c'est David Rothschild, c'est l'homme qui a fait revenir le sumo à Paris. J'ai été un des spectateurs de 1995 quand ils sont venus, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. En sortant je me suis dit waouh, c'est incroyable. En plus, on les voyait partout dans Paris, ils se baladaient et tout. Des années plus tard, il devient promoteur et organisateur d'événements, notamment de MMA et de K-pop. Ça m'a travaillé comme ça, et je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierais pas de contacter JSA. J'ai fait un message, ils m'ont jamais répondu, et 10 ans après, ils m'ont envoyé un message par LinkedIn. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes toujours intéressé par faire
accueillir un spectacle de sumo à Paris et j'ai dit oui. Et la semaine d'après, je suis allé les voir au Japon et ça s'est enchaîné comme ça. Mais se faire introniser dans le monde du sumo, c'est pas si facile. Il a fallu que j'y aille environ tous les 4-5 mois, les rencontrer, les voir, les comprendre, qu'ils me comprennent, qu'il y a une confiance qui se crée. Parce qu'en fait, c'est un milieu assez fermé et archaïque. C'est très proche d'une confrérie, en fait, parce qu'ils vivent ensemble, en autarcie, plus ou moins. Tous les dirigeants sont d'anciens rikishi. Je suis un des rares à avoir été plus ou moins accepté ou à avoir été écouté dans ce milieu-là. Il faut dire que le milieu était aussi prêt à rouvrir ses portes. Je pense qu'il y a une volonté de faire connaître le sumo à un public plus large. Pour des questions d'image, probablement économiques aussi. Et après, effectivement, le sumo, ça a un tel impact diplomatique que ça a ouvert des discussions avec les ambassades, des discussions avec des hommes politiques, des discussions avec la mairie de Paris. Le site de l'association le dit d'ailleurs clairement. Le grand tournoi de sumo de Paris est une nouvelle occasion de célébrer les liens historiques unissant la France et le Japon. Mais déplacer 62 rikishi, c'est un vrai bourbier. Logistiquement, c'est assez considérable. Déjà, ils viennent en deux avions différents, un peu comme le président et le Premier ministre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un des yokozuna et la moitié des rikishi. Le lendemain, c'est l'autre yokozuna avec l'autre moitié des rikishi. On ne me l'a pas dit ouvertement, mais je pense que si un seul avion s'écrase, le sport est fini. Je pense qu'il y a des questions de poids et qu'un avion normal ne peut pas supporter la totalité de tous les rikishi dans le même avion. Les réunir tous au même endroit, trouver une salle pour qu'ils puissent manger, se faire coiffer, il y a plein de contraintes auxquelles il faut penser, mais ma préférée, c'est celle-là. En France, on a beaucoup de toilettes suspendues. Donc on a dû créer des blocs pour mettre sous les toilettes suspendues. Il faut aussi sourcer les bons matériaux pour préparer le doyo. On a dû trouver un ingénieur spécialisé qui a sourcé le type de terre qui se rapprochait plus, sourcé du sel qu'on leur avait fait valider en février, revalider au Japon, etc. Et c'est comme ça que deux artisans du Croisic ont reçu un petit matin une commande de plus de 200 kg de sel de Guérande. Il y a beaucoup de détails. Ils sont très regardants. Au total, l'organisation de l'événement coûte 4 millions d'euros, financée par la billetterie et les sponsors. La quasi-totalité des places a déjà été vendue, les plus chères au premier rang coûtent plus de 2000 € et les plus accessibles sont à 80 €. Les marques, elles, n'ont pas hésité à s'y associer. Le tournoi porte le nom d'un des plus grands groupes bancaires japonais, Tudor vient de signer un partenariat avec la NSK et Uniqlo est aussi de la partie. C'est un événement de grande qualité puisque très rare. Je ne sais pas plus dire que magique en fait. C'est tellement exceptionnel que les marques japonaises, en tout cas, ont trouvé l'intérêt à être partenaires de l'événement. Ces tournois à l'étranger pourraient rapporter gros à la NSK. En 2025, notamment grâce au succès du tournoi londonien, elle a réalisé un bénéfice de plus d'1,3 milliard de yens. En faisant connaître le sumo à l'étranger, la NSK attire de nouveaux fans, même au Japon. Les touristes qui voyagent dans l'archipel ont envie d'aller voir un match. Avec 42 millions de visiteurs en 2025, les compétitions cartonnent de plus en plus et parfois c'est même très difficile de trouver des places. Les médias japonais couvrent aussi énormément les tournées à l'étranger. It's to sort of show the foreign world what Japan is all about, but also to show the Japanese audience, hey, the world's interested in us and actually finds our culture fascinating and wants to learn more about us. D'ailleurs, quand on a tourné avec les sumotori parisiens, il y avait Asahi TV, la télévision japonaise. L'idée, c'est de faire plutôt un pays différent ou un continent différent chaque année. Pour le Japon, c'est mission accomplie, le sumo est redevenu un ambassadeur nu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce mercato. Je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne Search Party qui vous expliquera un point qu'on n'a pas du tout abordé ici, pourquoi ce ne sont pas des lutteurs japonais qui dominent le sumo. Et c'est passionnant. Je vous donne rendez-vous pour un prochain mercato sur la Coupe du Monde de football. Dites-nous aussi en commentaire s'il y a d'autres sports que vous aimeriez qu'on décrypte.